Ma Mission TV, le miroir du monde. Honorable Présidente, honorables membres du Bureau, distingués collègues députés, nous voulons commencer par féliciter la Commission pour la qualité du travail réalisé dans un délai très court, soit de 7 jours seulement. Vous êtes formidables et méritez nos encouragements. Le but de notre intervention est d'ajouter notre part à l'édifice en insistant sur certains points précis et très importants, à nos yeux notamment. 1. Il est aujourd'hui admis que l'épine dorsale de toute stratégie de lutte passe par le dépistage rapide qui permettra une prise en charge rapide et qui réduira le niveau de contamination. Le gouvernement nous dit avoir affecté de cette tâche, que des réactifs et des tests rapides ont été achetés et distribués dans les provinces pour une éventuelle décentralisation du dépistage. Nous voudrions savoir combien des tests et de réactifs ont été distribués par province et de ce fait, grâce à ces acquisitions, les résultats des tests seront disponibles après combien de jours en province comme à Kinshasa. Car nous avons l'impression que la situation n'a pas sensiblement changé, surtout dans nos provinces. Il est important aussi pour les députés de connaître le montant exact qui est affecté à chaque province. Cela nous permettra de faire le suivi à la base et ainsi limiter le degré des conflits inhérents à la gestion de ces fonds. Honorables députés, étant donné que les pays qui nous entourent ont des liens économiques entretenus avec nous et de la porosité des frontières, il est important d'anticiper et que des mesures idoines soient prises en synergie avec les pays voisins pour que des contacts limités soient assurés, tout en maintenant les mesures, dans la mesure du possible, les mesures barrières édictées et acceptées par les deux pays au profit de nos populations. Un protocole des mesures consensuelles devrait être envisagé à cet effet. Sur le plan économique, nous avons été surpris de constater que certaines mesures économiques importantes avaient été prises mais n'avaient pas été suffisamment vulgarisées ou dévoilées ou divulguées. Ils ne pouvaient donc pas produire les effets escomptés. Nous parlons notamment de la mesure portant suspension de l'application des pénalités de retard sur les créances en souffrance pendant la période de crise, de la mesure portant des délais de grâce sur le remboursement des prêts en tenant compte de la situation provoquée par le coronavirus. À notre avis, ces mesures sont très importantes pour la relance des activités économiques, car en ce moment, il y a des personnes qui ne trouvent plus de sommeil et d'autres qui ont perdu tout espoir et qui ont actuellement des problèmes de tension, car ne sachant pas comment faire face à la fluctuation de leurs dettes envers les banques et les institutions de microfinance. Nous proposons donc que ces mesures soient largement divulguées pour produire plus d'impact. Nous avons dit et vous remercie. Merci, honorable Singoma. Et effectivement, la question de vulgarisation de ces mesures Covid, ces mesures économiques est sans importante. Honorable Mouindo, il sera suivi par l'honorable Christelle Vouanga. L'honorable Henri Thomas Lokondo se prépare. Pardon? Christelle n'est pas là, d'accord, Non, si, à moins que vous ayez donné une procuration, mais je ne crois pas. Vous êtes prévu de toute façon, honorable Kider. Ok. Honorable Présidente, honorable député, chers collègues, je voudrais également remercier d'abord l'honorable Présidente pour la célérité avec laquelle elle a pris la décision de création de notre commission spéciale. En second lieu, je voudrais féliciter les membres de la commission pour la qualité du travail et particulièrement pour l'approche méthodologique. J'ai trouvé que notre commission a innové. Elle ne s'est pas limitée à reprendre simplement ce que les ministres et les autres membres de l'exécutif consultés ont dit, mais la commission a procédé par une vérification auprès d'autres sources indépendantes, ce qui a permis de confronter ce que le ministre a dit
à ces sources-là et de dégager certaines contradictions, et cela est à saluer. Je voudrais soulever 3 observations. D'abord, à la page 34, notre commission a fait une évaluation d'une mesure sur le plan économique. Page 34, la mesure 5, lever des barrières policières et postes de contrôle à l'intérieur du territoire sur le voie d'acheminement des produits de première nécessité. Et dans son évaluation, la Commission estime que cette mesure a été réalisée. Pourtant, les informations en notre possession en province renseignent que, par exemple, pour ce qui est de la province du Nord Kivu, depuis que l'état d'urgence a été décrété, les 21 barrières sur la route Goma-Butembo restent opérationnelles. Et donc je voudrais que cette évaluation soit corrigée. Peut-être elle peut avoir été réalisée pour les provinces proches de Kinshasa, mais pour ce qui est même de la Chopo, j'ai pris des renseignements, même pour l'Ituri, eh bien, les policiers, et dans le cadre de la police de circulation déroulage, et même des militaires, maintiennent la perception des taxes illégales avec les barrières comme si de rien n'était. Deuxième observation, c'est au sujet de la situation financière. J'ai relevé dans les rapports que le ministre de la Santé dit que 4 700 000 $ ont été débloqués en appui aux provinces, mais j'étais curieux de lire dans le rapport à la page 19 que le gouverneur du Congo central dit avoir été informé du montant à cours de transfert. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga dit que la province n'est pas encore entrée en possession des subsides du gouvernement central. Et certainement que le Sud Kivu, le Nord Kivu et toutes les provinces que vous avez constatées ne sont jamais en possession de cet argent. Et si les provinces touchées par la Covid n'ont jamais accédé à cet argent, à plus forte raison les provinces non atteintes ne peuvent même pas avoir reçu les formations. Curieusement, dans les recommandations, dans les documents de recommandation que nous avons retirés, vous supprimez la recommandation portant sur la nécessité d'une commission d'enquête sur la situation financière. À mon avis, cette enquête reste importante. Surtout qu'à part ce que disent les gouverneurs des provinces n'avoir jamais reçu cet argent-là, nous avons suivi les comptes rendus du Conseil des ministres, où on parle de 27 millions de $ qui ont été dépensés pour la riposte. Mais le ministre de la Santé dit que la contribution du gouvernement est évaluée à hauteur de 10 millions. Est-ce que nous ne risquons pas de nous retrouver à nouveau à face de nouveaux dossiers de 15 ou 17 millions? Donc, j'estime qu'il y a nécessité d'une enquête, d'une commission d'enquête. Enfin, pour terminer, je reviens sur certains territoires non atteints, mais qui sont sous les coups de l'état d'urgence sanitaire. Particulièrement en Ituri, au Nord Kivu et même dans d'autres provinces à l'Est, qui devraient nécessiter un état d'urgence du fait de tueries et de sécurité. Mais ces provinces-là, ces territoires sont confinés du fait de l'état d'urgence sanitaire et n'ont vu aucune mesure appliquée. Je voudrais plaider auprès de notre Assemblée que nous puissions recommander, parce que j'ai salué le fait qu'à décrétant l'état d'urgence, voici que l'Assemblée s'est réunie tous les 15 jours pour recevoir ce que le gouvernement a fait autour de cette question
Et l'Assemblée que nous constituons a fini par mettre en place une commission spéciale qui a travaillé diligence. Pourquoi ne peut-on pas recommander que pour les tueries de l'Ituri, de Béni, que le gouvernement décrète également un état d'urgence et qu'au bout de 3 mois, nous nous rassurions que nous avons évalué comment la situation aura changé. Madame la Présidente, je vous remercie. Merci. Merci, honorable Mouindo, et votre proposition retient toute notre attention. État d'urgence est pour les crimes commis ou l'insécurité dans certaines parties de l'Est du pays. Honorable Henri Thomas Lokondo, honorable Kider le suivra, honorable José Ngwanda et l'honorable Emery Okunji. Il restera 3 personnes après cela. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de la parole. Je ne serai pas lent, parce que pour moi, je crois que tout a été déjà dit. Et comme je vous avais dit la fois passée, si nous avons mis en place cette commission, c'est pour qu'elle puisse nous éclairer. Moi, j'ai lu le document, le rapport, qui me conforte dans ma position. C'est que prochainement, si le gouvernement vient demander la prorogation de l'état d'urgence, je ne le ferai pas. Madame la Présidente, pourquoi? Parce que quand vous lisez le rapport des amis qui... D'abord, félicitations, les amis de la commission. Je ne m'étonne même pas parce qu'il y a des spécialistes et de grands médecins comme vous, vous avez fait du bon travail. Soyez-en fiers et félicités. Mais le rapport nous indique, quand la commission s'est entretenue avec les amis de la FEC, c'est grave, quand vous lisez le rapport, plus de 95% de toutes les entreprises travaillent maintenant en panne sèche à cause de l'état d'urgence. Et quand vous lisez, j'ai lu le dernier communiqué de la Banque centrale du Congo, du comité de politique monétaire, où la Banque centrale du Congo affirme que nous sommes dans la récession économique. C'est grave. Je vous dis, c'est grave. Le pays est en moule sur le plan économique. Alors, nous devons tirer des conséquences. Il faut requalifier, parce que donc, je crois que vers le 5 avril avant, je crois, ils viendront encore aussi. Il faut requalifier l'état d'urgence. Il faut que nous soyons réalistes devant les faits, surtout les faits financiers et économiques de notre pays. Nous ne devons pas imiter ce qui se fait à l'extérieur. Ces gens-là, peut-être, ils ont peur. Bon, non, c'est normal, parce qu'ils perdent 3 000 personnes, 30 000 personnes en un mois. Ici, chez nous, il faut dire qu'on est un peu protégé par notre écosystème. Que les amis qui vont venir ici, et cette fois-ci, je voudrais vraiment que même Madame la Présidente puisse s'impliquer pour que ce ne soit pas seulement le ministre de la Justice qui va venir, mais celui de la Santé et avec son équipe du docteur Mouyé, mais pour qu'on pose des questions précises, techniques précises. Parce que moi, j'ai la conviction qu'il faut mettre dans la balance le problème sanitaire que nous reconnaissons et le problème économique. Parce que maintenant, même la malaria, les autres, tue plus que le coronavirus. Alors, quand vous voyez ça, alors il faut vraiment être conséquent. Je termine, madame, pour dire que je comprends pourquoi les uns et les autres veulent que cette histoire perdure. Je viens de recevoir le rapport additif de la commission, tout de suite là. Rapidement, je l'ai lu, et la commission nous informe de l'entretien qu'elle avait eu avec le Premier ministre. Voilà ce que le Premier ministre dit. Vous l'avez. Page 4. Dernier alinéa. Faisons quelques commentaires du rapport au sujet de la gouvernance et l'architecture de la riposte, sans entrer dans les querelles intestines de leadership qui sont apparemment divisées les uns et les autres. Donc, tax force, cette histoire de Dr Mouyembe et eux-mêmes, le gouvernement, qui semblent apparemment diviser les uns et les autres, en se disputant l'hégémonie de la riposte. Le Premier ministre a focalisé son attention bien plus sur la fonctionnalité des structures déjà en place, minimisant ainsi les actes de création et de désignation, que sur l'incohérence dans l'architecture institutionnelle qui, du reste, n'est pas une première dans les annales de la République. Ce qui est important, et je termine par là, Madame la Présidente,
Concernant la gouvernance financière, le devoir de redevabilité a fait que les choses ne sont pas perçues de la même manière. Ça l'est tout des faits, donc du Premier ministre, l'ayant persuadé que la plupart des destinataires de fonds n'ont pas été orthodoxes dans leur gestion quotidienne. Ça dit tout, madame. Je vous remercie de l'attention. Merci, honorable Henri Thomas Lokondo. Honorable Kider et honorable José Ngwanda se prépare. Merci, Madame la Présidente, pour la parole que vous m'accordez. Je serai trop bref. Les effets négatifs auprès de la population, mais quant à l'état d'urgence, il faudrait au moins qu'on sache aussi quel est l'objectif poursuivi en proclamant l'état d'urgence. Ça, c'était la première préoccupation. Deuxième préoccupation, je vais directement sur la page 46, qui concerne les recommandations. Deuxième alinéa. La Commission nous a parlé de déconfiner toutes les provinces non atteintes par la Covid, ainsi que toutes les provinces qui ont déclaré le dernier cas il y a plus de 28 jours. Là, il faudrait qu'on ajoute à dater de quelle date. Toutefois, l'observance des mesures barrières reste de rigueur, port de masques, lavage des mains et prise de température. Là aussi, j'avais une inquiétude. Parler des provinces non atteintes. Qui est parti dépister, faire les tests de dépistage dans les provinces soi-disant non atteintes? Je crois qu'il nous serait imprudent ici parler des provinces non atteintes. C'est mieux qu'on parle des provinces non dépistées, puisque c'est aujourd'hui seulement, c'est maintenant seulement qu'on vient d'envoyer quelques tests. Et nous n'avions que 50 000 tests qui ont été réceptionnés par le gouvernement. Si je prends les 50 000 tests qu'on avait divisés par 26 provinces, je crois qu'il n'y a aucune province qui a bénéficié de 3 000 tests. Si je prends ma province du Haut-Katanga, nous prenons les 3 000 tests, nous les divisons par le nombre de territoires. Je crois que ma ville de Kassi n'aura pas plus de 500 tests. Or, c'est une ville qui a plus de 500 000 habitants. Et je ne vois pas, sur base de ces 500 tests là-bas, avoir un bon résultat. Je crois que ici, l'alinéa ici n'a pas son sens. Parler des provinces non déconfinées, non. Les provinces non dépistées, puisqu'il n'y a aucun examen, aucun test de dépistage qui a été effectué dans les provinces qui sont à l'intérieur, à part Kinshasa. C'est là où j'avais mon inquiétude, Madame la Présidente. Honorable Kider, j'ai chuté. D'accord, merci. Merci bien. Honorable José Ngwanda, s'il est dans la salle, honorable Emery Okunji se prépare. Il restera l'honorable Ngobé Hardy, l'honorable Tamboué et l'honorable Luquin. Ah oui, Konyambi. En tout cas, moi, je suis désolé, je regarde à partir des papiers qui ont été gardés de la fois passée. Merci, Madame la Présidente, pour la parole accordée. Comment ? Merci, Honorable Président, pour la parole. Je tiens à féliciter la Commission pour le travail abattu et du rapport qui nous ont présenté dans un temps record. Cela témoigne effectivement que les députés nationaux que nous sommes, nous travaillons. Et je me pose la question des collègues qui estiment que nous ne travaillons pas. Je ne sais pas s'ils sont même membres d'une commission. Parce qu'au-delà des travaux que nous faisons ici à l'Assemblée, même dans nos bases, Honorable Présidente, nous sommes en train de remplacer même le gouvernement pour certaines actions que nous sommes en train de mener à la base. Et donc, s'il y a des collègues qui estiment qu'on ne travaille pas, je pense qu'il faut mettre en place une commission pour les recycler ou les former, qu'ils sachent réellement ce que fait un député national.
Peut-être ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Avancez, avancez. Honorable Présidente, j'ai une seule préoccupation. En tant que président de la commission de suivi et évaluation, Honorable Présidente, je ne vois pas pourquoi notre commission a proposé qu'il soit mis en place un comité de suivi. Parce que si la commission de suivi et évaluation existe, c'est notamment pour suivre les recommandations adoptées par la plénière. Et donc, je pense qu'il n'y a pas nécessité qu'on puisse mettre en place un comité de suivi, d'autant plus que la commission de suivi et évaluation existe. Sinon, ça risque d'être un mauvais précédent. Et la commission de suivi risque de ne plus avoir sa raison d'être. Je vous remercie. Merci, honorable Ngwanda. Honorable Hardy Ngobe, il est là? Il n'est pas là. Honorable Tamboué Katamboué, absent. Honorable Rio Kunji. On avait convenu de 16h15 à 16h45. Il est 16h59. Je rappelle juste, parce que nous nous sommes convenus, honorable Inago, si vous poussez un petit cri, c'est ça qui était convenu. Je vous remercie, honorable présidente, pour la parole. Honorable présidente, le collègue qui m'a précédé ici, honorable Mouindo Kassekwa, si je ne massacre pas son nom, a dit quelque chose de très important. Je suis à la page 47 du rapport sur le plan sécuritaire où notre commission demande à ce que l'on veille au respect des attributions des services d'ordre et de sécurité dans le contrôle des mouvements migratoires. Honorable Présidente, en introduction de cette plénière, j'ai retenu de ce que vous aviez dit deux petites phrases clés. La première, c'est le minimum à la portée de tous. Et la deuxième, c'est de réduire la douleur de tous. Or, Monsieur le Président, comme l'a dit mon prédécesseur, le collègue que j'ai cité ici, les barrières au niveau de l'intérieur du pays et même dans les provinces qui envoisinent Kinshasa, ces barrières deviennent une source de tracasserie. Et la conséquence de cela, c'est quoi, honorable président? Vous prenez une entité, par exemple, l'entité comme chez moi, comme Tchumbe. Les produits alimentaires proviennent de villages. Vous trouverez les services de l'ordre qui sont là pour surveiller des services migratoires, ont érigé des barrières dans toutes les 4 entrées de Tchumbe. Maintenant, ce n'est plus la barrière pour le mouvement migratoire, mais on fouille tout. Et les gens qui viennent avec de riz, puisque ici à Kinshasa, on parle du pain. Mais à l'intérieur, chez moi, on ne parlera pas du pain. On parlera du riz. Alors, les gens qui viennent avec ces denrées alimentaires, des lieux de production, vers les centres des agglomérations de consommation, sont taxés à outrance. La conséquence, c'est quoi, Madame la Présidente? C'est que les gens ne viennent plus. Et vous trouverez une tasse de riz qui coûtait 200 francs au jour d'aujourd'hui, coûte 600 francs. Tout simplement à cause de la tracasserie. Et pourtant, il y a une mesure qui a été prise, je crois, par le président de la République et relayée par le VPM en l'intérieur s'agissant des barrières. Mais cette mesure n'est pas respectée, honorable président. Et donc, les gens ne font pas la différence. Honorable député, très chers collègues, les gens ne font pas la différence entre le gouvernement qui gère le pays au quotidien et l'Assemblée nationale.
Quand ça ne va pas, on ne parle même pas du Sénat. Hein. Quand ça ne va pas, c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés. C'est les députés. Et donc, honorable président, soyons maintenant vigilants pour que les mesures qui ont été prises par eux-mêmes soient respectées. S'ils ne sont pas capables de les respecter, eh bien, nous allons les appeler ici pour les obliger à respecter leurs propres mesures. Honorable présidente, l'objectif stratégique pour l'État congolais dans cette période, c'est quoi? L'objectif stratégique pour l'État congolais, pour mieux gérer cette situation, cette pandémie, je pense que c'est la résilience. C'est la résilience. Et pour y parvenir, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, pour y parvenir, nous devons développer les approches initiatives pour faire face à la pandémie. Notamment, il y en a plusieurs, mais je retiens deux qui sont... qui peuvent être des initiatives beaucoup plus importantes. La première, c'est la résilience alimentaire qui doit devenir une priorité du gouvernement. Et pour y parvenir, je reviens sur ce que j'ai dit avant, ma honorable présidente, il faut qu'ils fassent respecter leurs propres mesures. C'est-à-dire enlever toutes, comme mon collègue l'a dit, toutes ces barrières qui tracassent inutilement de paisibles citoyens. Ils ne doivent pas se faire payer ces services-là sur les dos des paisibles citoyens. Et la deuxième, honorable présidente, c'est une solution africaine. Pourquoi pas une solution congolaise à la pandémie, honorable président. Et ici, je vais parler du docteur Jérôme Mounyangi, parce que cette solution peut représenter une solution congolaise à la pandémie. Son protocole, où en est-on, honorable président? Un de mes collègues a parlé ici des montants colossaux, je crois que c'est l'honorable Lokondo, et qui pose le même problème entre les membres du gouvernement ou les membres du gouvernement et les services techniques qu'ils ont mis pour la gestion de cette pandémie. Mais pourquoi ne pas doter ce docteur qui a fait ses preuves des moyens qu'il faut pour que nous ayons une solution congolaise à la pandémie au Congo? Je dis et je vous remercie, honorable président. Merci honorable Emery Okunji, et je pense que nous avons terminé avec la liste de nos intervenants. Docteur Njoloko, exceptionnellement, parce que vous êtes médecin, je crois que vous aviez déjà demandé plusieurs fois la parole, on va vous accorder une dernière parole, et ce sera le dernier. J'aimerais vouloir donner la parole à tout le monde, mais nous avons encore la partie recommandations à adopter, et vous êtes les premiers à nous dire que vous ne souhaitez pas quitter lorsqu'il fait nuit, compte tenu du contexte un peu particulier qui entoure nos activités ces jours-ci. Voilà. Honorable présidente, honorable membre du bureau, chers collègues, merci pour la parole. En fait, j'ai juste quelques compléments à donner, puisque j'estime que ce rapport étant très bien fait, il peut être déjà utilisé par les gouvernements, mais je ne peux pas m'empêcher d'affiner un certain nombre d'éléments. Je commence d'abord par la mission elle-même qu'on a donnée à cette commission de évaluer l'impact. Je pense que c'est quand même compliqué de mesurer l'impact d'une intervention de santé publique 3 mois après. C'est impossible. Peut-être ça aurait été juste une évaluation des mesures prises par le gouvernement et non pas parler de l'impact. Et cela étant, nous pensons que cet exercice devra continuer puisqu'il y a d'autres aspects qui devraient être pris en compte, surtout à ce qui concerne l'évaluation des contextes, l'évaluation du processus et des effets de toutes les mesures qui ont été prises jusque-là. Je prends juste, sur la première page, je suis dans les recommandations proprement dites, la feuille qu'on nous a remise ici. Il y a une référence importante, c'est la loi numéro 018, base 035, qui fixe les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique en RDC. Et c'est un document extrêmement important, puisque nous y avions travaillé à l'époque quand nous étions directeurs au ministère de la Santé.
Et cet instrument-là nous donne des éléments par rapport à la gouvernance. Effectivement, je venais aussi de lire de façon très très rapide le rapport additif, comme le collègue Lokondo venait de le dire. Un des grands problèmes de cette riposte, c'est effectivement ce que le Premier ministre a dit, c'est l'incohérence de l'architecture institutionnelle. Et sur ça, Madame la Présidente, nous devons corriger. Si on ne corrige pas, c'est comme si on va dans un fond et que la chaîne de commandement n'est pas bien tracée. Une épidémie, la gestion d'une épidémie, c'est le principe militaire. Nous en avons l'expérience, nous avons travaillé pendant une vingtaine d'années. Et si on ne corrige pas, je pense que le gouvernement aura du mal à s'en sortir, et avec toutes les conséquences. Je me permets quand même de répondre plus ou moins à une question qui est récurrente. Est-ce l'état d'urgence égale confinement? Non. Malheureusement, les choses ont été présentées et communiquées comme si l'état d'urgence signifiait confinement. Et on en a parlé avec certains collègues juste autour de 15 16 heures. Au fait, le grand problème, c'est que nous ne connaissons pas le grade de cette urgence. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Les urgences sont gradées sur 3 niveaux. Le premier, il n'y a pas d'urgence. Le premier niveau, c'est le jaune. Deuxième, c'est orange. Et troisième niveau, c'est rouge. Étant un grand pays comme ça, la confusion vient du fait que nous voulons croire qu'on est au niveau des urgences à travers toutes les provinces. Et ça, l'évaluation d'avoir poussé le gouvernement à nous dire que les Maniema peut-être est au niveau jaune et Kinshasa est au niveau rouge. Et les mesures contenues dans chaque niveau diffèrent. Ça ne peut pas être la même chose partout. Et voilà, il est important, à notre avis, que dans notre recommandation, que nous puissions demander au gouvernement d'y aller par cet exercice-là. C'est plus professionnel et c'est plus efficace. Évidemment, c'est codifié mondialement. À côté de cela, il y a cette problématique de la cohérence. La loi numéro 18, là, 35 gelée, et à l'article 106, il est demandé à ce que le Premier ministre prenne un décret, c'est bien dit clairement 106, et ce décret-là devra mettre en place le Conseil national des épidémies, urgences et catastrophes. Nous pensons que c'est ce décret qui va décanter une fois pour toutes et dans le respect de la loi la problématique de l'incohérence de leadership de la riposte. Si je vais à la page sur le plan sanitaire, évidemment, le gros est dit, mais il aurait bien de le prendre par rapport aux piliers du système de santé pour que les services du ministère de la Santé, chacun se retrouve sur ce qu'il doit faire comme correctif. Et là, nous sommes satisfaits que le collègue ait proposé la direction de l'assainissement du ministère de l'Environnement, qui doit être renforcée. Mais n'oublions pas que les gros épidémies que nous avons dans le pays sont liées essentiellement sur l'effet de la mauvaise qualité de vie des citoyens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Madame la Présidente, notre pays, ça fait des années qu'il y a au moins une épidémie chaque jour à un point de ce pays. Au moins une épidémie, tous les jours. Et ça fait des années. C'est le domaine dans lequel j'ai travaillé. À côté de ça, une évaluation faite, c'est une étude très approfondie, a démontré que sur 26 provinces que nous avons, 16 sont à potentiel de développer Ebola. Ceci voudra dire, si nous n'améliorons pas la qualité de l'hygiène corporelle familiale, nous allons faire nous allons marcher sur place. Et cela étant, ma suggestion, c'est que nous devons demander au gouvernement de redynamiser la brigade d'hygiène qui relève d'une des directions du ministère de la Santé, et cela va nous aider dans ce contexte ici d'améliorer le vécu quotidien de nos communautés. L'avant-dernier point, c'est celui de l'approche de cette problématique sur 2 volets, qui sont les 2 volets de toute approche de gestion de l'épidémie. C'est le volet santé et le volet communautaire. Le volet communautaire est le plus important puisqu'il faut transformer la population en acteur de sa propre riposte contre l'épidémie qui l'afflige. Et là, nous pensons qu'il serait aussi bon que ça soit relevé de façon très très claire que dans ce domaine de la santé, qu'il y ait aussi une composante communautaire. Nous ne pouvons pas ne pas parler de la collaboration entre un certain nombre de services de l'État.
puisque ces pays ont fait de la fierté, et c'est une des fiertés, c'est la gestion des épidémies. Nous avons l'unité mobile d'intervention rapide des FARDC. Cette équipe-là, moi je travaille avec cette équipe à Béni, dans le contexte extrêmement difficile, et nous pensons qu'ils ont maintenant, c'est toute une unité qui doit être mobilisée au maximum, et beaucoup de pays l'ont fait, y compris la France. C'est-à-dire l'armée doit être au devant. Et il y a les services de protection civile du ministère de l'Intérieur qui devraient absolument être mis à contribution et de façon très très particulière. Enfin, je suis en train de poser la question, les uns et les autres l'ont dit, et les experts confirment, honorable président, que nous allons vivre avec la Covid, et c'est vrai. Mais maintenant, si nous vivons avec la Covid, quel mécanisme nous mettons en place en interne dans l'Assemblée? Est-ce que la commission temporaire continue ou on doit déverser toutes ces matières-là dans les commissions permanentes? Puisque vivre avec la Covid signifie toute la législature sera avec la Covid. J'ai dit et je vous remercie, madame. Merci, honorable Njoloko, parce que votre contribution est particulièrement pertinente. Nous venons d'épuiser la liste des orateurs. Je crois que nous devons, s'il vous plaît, collègues, nous tenons compte aussi de la gestion d'environnement particulier et de la nécessité d'avancer sur les recommandations. Donc nous venons d'épuiser la liste des orateurs et je voudrais passer la parole à l'honorable président de la commission pour rencontrer les préoccupations exprimées par les honorables députés ou pour intégrer des suggestions vraiment pertinentes que nous avons entendues de plusieurs intervenants au niveau économique, au niveau sanitaire et au niveau sécuritaire. Voilà, honorable président, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable présidente, pour la parole. Nous remercions d'abord tous les collègues qui sont intervenus aujourd'hui et ceux qui ne sont pas intervenus et ceux qui sont intervenus à la dernière séance. Cela prouve l'intérêt que les honorables députés ont accordé à leur commission. Honorable présidente, nous allons commencer par les observations faites par l'honorable Lambert Mende, où il est intervenu d'abord sur le problème de la gouvernance par rapport à la sensibilisation, et il a insisté sur le fait que pour l'obligation faite dans le déconfinement de la Gombe, l'installation du dispositif en terminant sous peine de fermeture des établissements. Parce qu'on a déconfiné d'ailleurs aujourd'hui, tout le monde n'observe pas. Cela doit être dit expressément que si on n'observe pas les mesures, on peut fermer l'établissement. Pour les checkpoints, nous sommes d'accord avec l'honorable Mende. Nous allons ajouter que les checkpoints de température, ce sont des checkpoints mobiles, parce que ça ne va pas rester fixe au même endroit. Il a ajouté qu'il faut doter les FARDC des moyens conséquents, et il a ajouté non seulement les FARDC, mais également la police. Et ici, dans cette recommandation, je pense que nous allons intégrer automatiquement la recommandation faite par l'honorable Baté tout à l'heure sur l'UMIR, l'unité militaire d'intervention rapide, qui doit venir au secours également de la riposte. Je pense que dans les recommandations, les dernières recommandations, parce qu'on avait sauté au niveau de certains, on avait parlé de Covid, c'était le certificat Covid, donc nous sommes d'accord avec lui. Et il avait demandé qu'on intègre Télé 50 dans les chaînes qui ont fait le travail, on l'a fait déjà. Honorable présidente, l'honorable Rakan, il est, je ne vais pas rentrer sur les questions, sinon ça risque de prendre beaucoup de temps. Il propose un plan d'urgence au gouvernement pour qu'on puisse suppléer au salaire des fonctionnaires en général. Nous pensons que cela a été dit également par l'honorable Christian sur le problème du panier de la managère. Je pense qu'au niveau de la commission, nous ne voyons pas d'inconvénient, car cela est important, mais nous disons tout simplement que cette recommandation doit avoir une nuance, c'est-à-dire en tenant compte des équilibres. Parce que le gouvernement est libre sur les recettes,
Mais nous sentons que même le déficit, on parlera du Fonds monétaire international ici, l'appui du Fonds monétaire, c'est pour en fait combler le déficit. Et lorsque nous allons ajouter les salaires à toutes ces catégories de personnes, le déficit sera encore plus profond. Donc il faut tenir compte, en tenant compte des équilibres budgétaires. Donc nous pouvons acter ça. L'honorable Christian Boussizé, je pense que cette question est revenue plusieurs fois. On va peut-être y répondre une seule fois pour toutes. Sur l'après-Covid, le déconfinement progressif, est-ce que le déconfinement et confinement c'est la même chose? Nous tenons d'abord à préciser une chose. Il y a eu des pays qui ont fait le confinement sans état d'urgence. Parce que l'état d'urgence ne signifie pas nécessairement confinement et le confinement ne signifie pas nécessairement état d'urgence. Mais ce que nous pensons justement, c'est cette confusion qu'il y a eu au niveau de notre pays. La prorogation de l'état d'urgence avec le maintien de toutes les mesures qui ont été prises au départ, aussi bien pour les provinces touchées que pour les provinces non touchées, si bien que dans la population, état d'urgence égale mesure. Et lorsque nous décidons ici de la prorogation, on dit automatiquement que nous sommes en train de prolonger les différentes mesures. La décision appartiendra à la plénière, mais ce que nous disons, c'est ceci. Nous pensons qu'il y a possibilité, il y a un problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas eu de loi portant application de l'état d'urgence. C'est peut-être là qu'on pouvait avoir des possibilités justement. Mais nous disons, s'il y a, ça ce sont les juristes qui vont nous éclairer, si on peut priver des libertés aux compatriotes, par exemple, le fait de porter ce masque-ci, on me prive de la liberté de marcher sans masque. Le fait d'aller prendre un avion, on me dit que la frontière est fermée, je ne peux pas voyager. On me prive de cette liberté. Alors nous pensons au niveau de la commission qu'il faudrait qu'on voit avec les juristes ce qui est du domaine de la loi. Peut-être qu'une loi peut être votée en fonction de ces mesures pour une période bien déterminée, et ce qui est du domaine réglementaire, qui est des arrêtés qui soient pris dans le domaine circonscrit. Si cela peut être fait, je pense qu'à ce moment-là, l'état d'urgence ne serait pas un problème. Mais ou alors, on maintient l'état d'urgence, mais qu'on puisse dissocier cela des mesures afin que, comme on vient de le faire tout à l'heure, il y a eu des confinements de la Gombe aujourd'hui, nous pensons qu'on peut prendre des mesures et alléger sensiblement les mesures qui tiennent compte de la reprise économique de notre pays. En ce qui concerne l'honorable Annie Mungouda, en fait, parce que vous demandez à ce qu'au lieu qu'on donne 120 millions au fonds, plutôt au FPI, qu'on puisse donner au FPI 70 millions et 50 millions restants qu'on puisse mettre dans l'achat du matériel aratoire et des semences. J'aimerais préciser que les 570 ou les 600 millions qui ont été donnés par le Fonds monétaire international, c'est un appui budgétaire. Et jusqu'à maintenant, selon les affirmations du gouverneur de la Banque centrale et du ministre des Finances, cet argent est utilisé pour combler le déficit. Donc, il y a des dépenses qui sont faites qui sont supérieures aux recettes. Et le gouvernement est en train de combler justement le déficit avec l'argent de la Banque du Fonds monétaire international. Je donne un exemple, nous en parlerons parce qu'on a parlé des finances. On donne 4 700 000 aux provinces. Nous y reviendrons. Cet argent qui a été donné va être comblé par l'argent qui vient de cet appui budgétaire du Fonds monétaire international. Déjà, le Fonds monétaire international, parce qu'il devait y avoir une deuxième tranche, pose un problème. Tout l'argent qui est donné, il n'y a pas de justificatif. Donc ça pose un problème. Alors, le problème qui est ici, c'est que cet argent qui est en appui budgétaire, on ne peut pas l'utiliser pour une subvention pour le matériel aratoire et les semences, par exemple. Parce que cet argent ne sera pas remboursé. Mais ce que nous avons proposé pour le FPI, pour donner au taux zéro, c'est qu'au lieu qu'on attende les déficits pour combler, on peut donner cet argent en termes d'intervention économique auprès du FPI
qui le donne aux PME et PMI, et particulièrement avec priorité sur le programme agricole, mais qui est remboursé au taux zéro. À ce moment-là, cet argent aura servi pour la relance économique, mais ça peut combler le déficit par après. L'honorable Boukassa, il revient sur le problème de résultats. J'y reviendrai quand je vais parler de la décentralisation des résultats, parce qu'il y a eu une autre question là-dessus. Suivi de tous les mouvements migratoires, quid suivi pendant 14 jours par les hommes de santé, et si quelqu'un est là pendant 7 jours. En fait, voici le problème. Je peux être contaminé aujourd'hui. J'ai 4 à 5 jours pour développer les IgM et les IgG qui sont des anticorps. Si, en me contaminant aujourd'hui, je fais le test demain ou après-demain, ce test est négatif. Mais le virus va continuer à se... Je vais descendre, je quitte Kinshasa, je vais à Kisangani, on va me prendre la température, je n'ai aucun signe. Mais 5-6 jours après, je peux présenter la fièvre. Voilà pourquoi nous disons que pour ces gens qui se déplacent, dans le cadre de l'intégration dans le système de santé, de surveillance continue, pour tous les cas, toi qui quittes une zone infectée et qui entre dans une zone non infectée, tu as un cas suspect qu'on va suivre jusqu'à ton départ si tu fais moins de 14 jours. Mais si tu vas rester plus de 14 jours, au 14e jour, si tu ne fais pas la fièvre, tu ne fais pas la maladie, à ce moment-là, on te laisse. Donc, voilà l'explication qu'on peut donner. Reprise des cours, quid de la commission? Selon les informations que nous avons reçues, cette commission a déjà déposé son rapport. Mais nous nous prononçons parce que nous avons eu à parler avec le ministre de l'EPST, le ministre de l'ESU, le ministre de la Santé et ceux qui ont donné les avis sur ce problème, c'est-à-dire le secrétariat technique. Voilà pourquoi nous donnons ces avis-là, qui sont des avis éclairés, en attendant que le gouvernement, qui a aussi reçu presque les mêmes recommandations, puisse se prononcer. Pour le service d'hydraulique rural, est-ce que nous avons fait... Nous n'avions eu que quelques jours pour le travail. Nous ne pouvions pas aller jusqu'à estimer le coût, mais nous avons rappelé qu'il y a un budget affecté au ministère du Développement rural dans le cadre du forage des puits. Nous voulons que ce montant-là, malgré tout ce qu'il y aura comme réajustement, qu'on puisse le donner parce que comment est-ce que le monde rural, comment est-ce que les provinces vont lutter contre la Covid-19 s'ils n'ont même pas d'eau potable? Voilà pourquoi nous avons mis cette recommandation. Honorable Singoma, c'est ici que je reviens sur les questions qui ont été posées sur le diagnostic. Vous avez dit que vous étiez, depuis le 28 mai, vous avez fait le test jusqu'à aujourd'hui, vous attendez le résultat. Donc en réalité, si vous étiez infecté, vous auriez contaminé tout le monde autour. Parce que vu le temps qui passe actuellement, je pense que la durée maximale de survie du virus sur les études qui ont été documentées est de 37 jours. Donc je pense que vous êtes autour. Alors, la question est de savoir, par rapport aux tests rapides, combien de tests rapides ont été réellement distribués en province et combien de temps depuis combien de temps, parce que la situation ne change pas. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être l'honorable Singoma, si j'ai bonne mémoire, non, l'honorable Mwanza, je crois qu'il est revenu sur ça, ou l'honorable Killer, lui il a demandé, il a même fait des calculs, des tests divisés par le nombre de provinces, divisés par le nombre de territoires. Bon, en fait les tests n'ont pas été commandés pour ça, même si on fait un dépistage massif, c'est un dépistage orienté. Donc on ne peut pas diviser par les provinces et par le nombre de territoires. Mais il y a un problème. Après avoir entendu tous les acteurs, première évidence, c'est que les tests qui ont été achetés n'ont pas été achetés en fonction d'un conseil scientifique. Parce qu'il y a énormément de tests à travers le monde, des faux, des moyens, des vrais, ou des tests très sensibles et très spécifiques. En réalité, il faut un test très sensible et très spécifique.
Parce que il y a même des tests de contrôle qui sont en train d'être faits au niveau de l'INRB, ce qui veut dire que l'INRB n'a pas été associé à l'achat de ces tests. On leur a amené des tests. Et l'information en notre possession, à part le lot que le Premier ministre avait pris, que nous avons vu officiellement distribué à Lubumbashi, et jusqu'à présent, vous voyez que les tests de Lubumbashi, maintenant on le fait dans le laboratoire décentralisé, mais nous ne savons pas s'ils avaient même utilisé ces tests, parce que l'INRB n'avait pas encore fini ce processus. Donc nous nous retrouvons avec les tests qui, jusqu'il peu, étaient totalement stockés quelque part ici, je crois à l'INRB ou au ministère de la Santé. Donc ces tests n'ont pas été utilisés. Nous avons même fait des recommandations, parce que nous pensions qu'au niveau du stade des martyrs, c'était les tests rapides qui étaient utilisés. Parce qu'avec les tests rapides, vous avez le résultat en 15 minutes. À ce moment-là, on pouvait identifier les cas positifs. Pour confirmation, on prélève maintenant pour envoyer à l'INRB. Mais malheureusement, même au stade des martyrs, on fait les tests, on fait le prélèvement pour les tests à la PCR au niveau de l'INRB, si bien qu'il y a beaucoup de plaintes des gens qui sont passés par là, qui ont déjà fait plus de 30, plus de 40 jours sans test, tout simplement parce qu'on vient d'augmenter inutilement le travail au niveau de l'INRB. Lorsqu'on prend par jour 200, 300 tests au niveau du stade, indistinctement des volontaires, des gens qui viennent essayer, sur les 300, peut-être vous avez 5, 6 ou 10 qui sont positifs. Mais si on avait utilisé le test rapide, ça veut dire que les échantillons qui iraient à l'INRB sont déjà des échantillons suspects. Et ça diminuerait le travail de l'INRB, mais ça augmenterait le taux de rendu des résultats en temps réel. Les montants qui sont donnés à chaque province. Nous voulions à ce niveau répondre à toutes les questions qui concernent les finances. Parce que l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu rencontrer le Premier ministre, c'était justement par rapport aux questions des finances. Trop de chiffres ont été avancés. Et nous avons considéré que ça posait problème. Le ministre de la Santé lui-même a avancé 2-3 chiffres. Il a commencé par 1,8 million, puis 3,5 millions, puis il a ajouté qu'il y avait encore 4,7 millions. Ensuite, nous avons eu le chiffre de 10 millions. Ensuite, il y a eu le chiffre de 12 millions. Et enfin, au Conseil des ministres d'il y a 2 semaines, je crois, ou il y a 1 semaine, le ministre des Finances avait parlé de 28 millions de dollars qui ont été décaissés dans ce cadre. Voilà pourquoi votre commission a voulu en savoir plus auprès du Premier ministre, qui est le président du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Quand nous avons rencontré le Premier ministre, nous avons pu faire éclairer un certain nombre de choses, mais cela ne nous a pas permis de lever toutes les discordances des chiffres en interne. Mais au moins, nous pouvons vous dire avec certitude que pour les dépenses sanitaires, les dépenses de sécurité, de désinfection et autres dépenses liées directement à la Covid-19, le pays a dépensé 12 89 515 dollars américains. Dans cet argent, nous avons des mises à disposition à l'attention du ministère de la Santé pour l'achat des équipements et autres. Cela avait été fait juste après la déclaration de l'épidémie. Le 11 mars, le pays a mis à la disposition du ministre de la Santé 1 800 000 dollars. Mais par la suite, il y a eu des fonds qui ont été donnés pour certains hôpitaux, notamment Mama Yemo, le Cinquantenaire et l'hôpital, la clinique Ngaliema. Et il y a eu également l'hôpital, les cliniques universitaires de Kinshasa. Il y a eu des fonds pour les provinces. Au niveau des provinces, 4 700 000. Jusqu'il y a quelques jours, la dernière fois que nous étions chez le ministre des Finances, chez le Premier ministre, c'était 4 225 000 à peu près, parce qu'il restait 2 provinces. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être la Lomami et le Kwilu ou le Kwango qui posaient des problèmes de circuit bancaire. Les provinces non affectées,
ont reçu chacune 150 000 $. Les provinces affectées, selon le degré où elles étaient atteintes, elles ont reçu entre 300 000 et 500 000 $. Votre commission a essayé de faire le suivi auprès des provinces. L'argent a été décaissé à partir du 8 juin. Certaines provinces ont reçu de l'argent, d'autres n'avaient pas encore reçu, d'autres, l'argent était dans le circuit de leur province, mais eux-mêmes n'étaient même pas informés qu'ils avaient de l'argent. D'autres avaient déjà reçu de l'argent, l'argent n'avait aucune mention, à part bien sûr la mention qui est dessus ici, paiement frais de riposte Covid-19 en faveur de la province de. On a eu des gouverneurs qui étaient déjà en problème avec leurs députés provinciaux. Ils disent que les députés provinciaux, une province qui a reçu 300 000 $, les députés provinciaux ont exigé au gouverneur de distribuer les 300 000 aux députés provinciaux pour qu'eux aillent maintenant sensibiliser chacun dans sa circonscription. Votre commission a alerté le ministre des Finances, parce que la requête a été faite par le ministre de la Santé. Et séance tenante, le ministre des Finances a écrit au ministre de la Santé pour qu'il puisse donner des instructions sur l'argent, parce que cet argent, c'est la première tranche. Donc il y aura encore une deuxième tranche afin d'aider toutes les provinces à pouvoir mettre en œuvre leur plan de riposte et de préparation contre la Covid-19. Alors, les 16 millions supplémentaires, c'est de l'argent que la République a payé pour son défaut de cofinancement à Gavi, qui est une institution qui finance le ministère de la Santé, et ses engagements au niveau de l'année 2020. Ce qui fait au total 16 millions de dollars que le gouvernement a payé avec l'autorisation du Fonds monétaire international. Parce que la plupart de ces fonds seront récupérés dans le fonds du Fonds monétaire international pour compenser justement le déficit. Mais il faudrait que toutes les rubriques soient justifiées. Faute de quoi, le Fonds monétaire international ne va pas donner son objection par rapport à l'utilisation de cet argent. S'agissant de la commission d'enquête, nous n'avons pas voulu, nous, commission, chuter. C'était un débat. C'est pourquoi nous avions retiré ça, mais dans le document, comprenez-nous, nous avions travaillé toute la nuit jusqu'à 6 heures. L'opérateur de saisie n'avait pas retiré cela. Il appartient à la commission, à la plénière, de pouvoir en décider, parce que notre mission n'était pas d'aller pour faire une enquête, c'était d'évaluer. Voilà pourquoi votre commission a voulu enlever cette recommandation qui ne peut venir que de la plénière. L'honorable Singoma revient sur les mesures économiques où il y a eu suffisamment de sensibilisation, notamment sur les pénalités de retard, sur le remboursement des prêts. Nous n'avons pas mis ça sur les recommandations, mais si vous entrez, ça doit être la recommandation. Allez dans la matrice où nous avons énuméré les 100 mesures. Je pense dans les mesures de la Banque centrale ou les mesures économiques, la 13e mesure, je pense, nous avons parlé de cette mesure. En fait, au niveau de la Banque centrale a déjà donné des instructions et elle a accéléré la procédure. C'est au niveau des banques commerciales, quand nous avons reçu l'Association congolaise des banques, c'est là qu'on nous dira que dans certaines banques, le processus est déjà achevé et même en application, alors que dans certaines banques, le processus est déjà en cours. Le processus est déjà enclenché. Honorable Moindou, lever des barrières, je pense qu'il y a aussi d'autres collègues qui sont revenus sur ça. Nous vous remercions d'avoir relevé ça. Mais vous allez voir que nous n'avons pu vérifier qu'une seule barrière, celle qui a la sortie au revoir Kinshasa vers le Congo central. Nous n'avons pas pu, nous avions prévu de pouvoir faire Matadi, de faire le Bandundu, envoyer quelques membres de la commission. Mais faute de moyens et faute de temps,
cela n'a pas été fait. Donc nous sommes fiés au rapport que nous avons reçu des provinces. Et vous avez tout à fait raison, un gouverneur ne peut pas nous dire que chez moi les barrières n'ont pas été levées. Et nous pensons qu'il faudrait que cela soit coulé sous forme de recommandations, qu'il faut rendre effective la levée des barrières sur toutes les routes et toutes les voies d'acheminement des produits de première nécessité. Sur les finances, honorable Mwanza, je pense que, honorable Moïndou, j'ai déjà parlé des finances sur toutes les questions. État d'urgence à l'Est pour les crimes, ça c'est du ressort de la plénière, ce n'est pas du ressort de notre commission. Honorable Thomas Lokono, qui parle de la réqualification de l'état d'urgence, je pense que nous avons donné l'appréciation de la commission sur l'état d'urgence et les mesures qui sont prises. En ce qui ne concerne pas d'orthodoxie de la gestion financière, je pense qu'avec ce que j'ai expliqué, vous comprenez, mais nous nous sommes limités là, parce qu'il y a énormément de contradictions. Vous avez vu que votre commission est allée jusqu'à interroger même les bénéficiaires. Nous avons eu des hauts responsables de certains services qui prétendent avoir reçu depuis le début de l'épidémie 4 000 $, mais nous avons vu sur le document du ministère des Finances que c'est 355 000 $ qui ont été donnés à ce service. Donc nous avons énormément de choses que nous n'allons pas dire ici peut-être, mais il y a quand même des discordances dans l'utilisation. Et comme l'ont dit la plupart des bénéficiaires, qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse de la société civile, que les montants qui sont annoncés contrastent avec ce qui arrive au niveau opérationnel. Mais cela ne veut pas dire que ce qui sort est amplement suffisant. Nous pensons que ce n'est pas encore suffisant et que le gouvernement doit faire plus par rapport à cette pandémie, par rapport à la lutte, mais la redevabilité exige qu'on puisse tracer tous les fonds qui sont donnés dans le cadre de la Covid. Honorable Killer, état d'urgence et confinement, nous avons déjà répondu à cette question. Déconfiner toutes les provinces non touchées, ou à partir de 28 jours à dater de quand? À dater du jour où la décision est prise. Parce qu'on a 14 jours pour pouvoir développer la maladie. Si en 14 jours, on ne développe pas la maladie, mais on a pu transmettre à quelqu'un au 13e jour, nous donnons la chance à cette personne qui a été contaminée par une personne asymptomatique de pouvoir également aussi avoir ces 14 jours. Donc au bout de 28 jours, si nous sommes aujourd'hui, nous faisons 28 jours avant, les provinces qui n'ont pas déclaré de cas ne sont pas concernées. Vous avez dit qu'on parle des provinces non dépistées. Non. La politique sanitaire, dès que l'épidémie a été déclarée, on a fait la définition de cas. Où que vous soyez en République démocratique du Congo, si vous répondez à la définition de cas, vous êtes un cas suspect. Donc, même si on n'a pas envoyé des tests rapides, je vais vous donner le cas de chez moi à Malembankulu, où il y a eu un cas qui est venu de Lubumbashi, on a testé, on a eu les signes, on a prélevé, mais l'échantillon a fait 22 jours pour arriver, pour avoir le résultat. Au moment où on donnait le résultat, le patient était déjà guéri. Mais ce qu'on avait fait, parce qu'on avait la définition de cas, on a isolé tous ceux qui étaient venus avec lui, tous ceux qui l'avaient vu avant, pendant 14 jours. Et au bout, quand le résultat sort, tout le monde était déjà déconfiné. Donc il y a une définition de cas. On ne peut pas parler de provinces non dépistées, mais de provinces non touchées. Donc à tout moment, on peut avoir un cas suspect et pouvoir faire le diagnostic. Honorable José Ngwanda, honorable, je vous remercie. Je pense que vous avez vu que même dans l'ancienne configuration, dans le rapport que vous avez, il y avait une troisième proposition, une troisième recommandation où nous disions que tout soit déversé au niveau de la commission suivi et l'évaluation. Mais la question fondamentale, c'est celle qu'a posée l'honorable Ndjeloko. On va vivre avec la Covid. Donc nous allons continuer ici à nous réunir avec la Covid. Nous ne savons pas jusqu'à quand. La commission ou la commission qui a été mise en place est multisectorielle. Elle a pris en compte toutes les réalités des commissions permanentes au niveau de l'Assemblée nationale.
est-ce que la commission multisectorielle aura le mandat, pendant seulement la période de Covid, de faire le suivi, comme l'a dit l'honorable Ndioloko. L'impact, je pense qu'à l'impact, nous serons encore à évaluer dans les 3 prochains mois. Ce n'est pas à 3 mois qu'on va évaluer. Mais si la décision de la plénière est qu'à partir de maintenant, la commission suivi et évaluation va suivre l'évaluation de toutes les mesures qui ont été évaluées ici, il n'appartient pas à la commission de pouvoir décider. Mais nous avions pensé qu'il était important, après toutes ces auditions, après avoir fait tout ce travail, avec la présence de tous les membres des différentes commissions permanentes, qu'il était important qu'on puisse faire le suivi pendant que nous allons vivre avec la Covid ici chez nous. Honorable Okunji, barrière tracasserie, j'ai déjà répondu. Et j'ai donné la recommandation qui va dans le sens de ce que vous avez demandé. Concernant les nouvelles approches, enlever les barrières, on l'a dit, solution africaine. Docteur Jérôme Mouniangui. Voici l'appréciation de la Commission. Nous n'allons pas parler des individus, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui sont dans la recherche. La recherche reste scientifique. Et lorsqu'on a on prend une décision, elle est applicable, elle doit être vérifiable. Tout ce qui a été demandé, c'est que tous ceux qui ont parlé, parce que une des choses importantes que nous voulons dire aux chercheurs congolais, la recherche ne se fait pas sur les plateaux de télévision, mais la recherche se fait en laboratoire et sur terrain. Il a été demandé à tous les chercheurs de pouvoir faire des protocoles. Au moment où nous vous parlons, Dr Mouniangui a reçu l'autorisation du comité d'éthique. Donc il passe à la phase terminale de son étude, c'est-à-dire les essais cliniques. Les hôpitaux lui ont été indiqués. Il est en contact avec ces hôpitaux. Très rapidement, quand il va commencer le traitement, nous saurons directement si ce traitement est positif ou pas. Mais nous disons que l'artémisia, c'est une substance qui est déjà utilisée, notamment au Madagascar. Et nous disons également que d'autres antipaludéens ont été utilisés. L'Allemagne n'a pas utilisé la chloroquine. Ils ont utilisé d'autres antipaludéens. Donc nous pensons que l'artémisia peut, dans un protocole cohérent, apporter des résultats. Mais laissons les scientifiques arriver jusqu'au bout et on nous communiquera les résultats. Honorable Ndioloko, je ne reviens pas sur les mesures d'impact, vous avez raison. Voilà pourquoi, ne sachant pas donner l'impact, nous avons été jusqu'à aller interroger les malades, les patients, pour voir quel était l'effet en fait de toutes les mesures prises sur les utilisateurs à la base. Mais comme vous le dites, l'impact, nous devons attendre encore un peu pour avoir l'impact sur les différentes personnes. Incohérence de l'architecture, je pense que notre rapport a été assez clair et je suis d'accord avec vous qu'il est important de demander au Premier ministre dans les recommandations de mettre sur pied par décret, de signer le décret portant la mise en place du Conseil national des épidémies, urgences et catastrophes. Je pense que ça aiderait justement le ministre de la Santé à être plus à l'aise dans la riposte, surtout que la task force a été érigée en une structure avec ordonnance depuis le 2 mai 2020. Donc ça va mettre en difficulté le travail du ministre de la Santé s'il n'y a pas un décret qui définit comment doivent être organisées la riposte face aux épidémies en République démocratique du Congo. Redynamiser la brigade d'hygiène du ministère de la Santé, nous actons comme recommandation. Et d'ailleurs, comme on avait parlé de la direction d'assainissement, nous avions demandé que cette direction travaille en collaboration avec la direction de l'hygiène du ministère de la Santé. Donc, nous validons cela. Le niveau communautaire, sur ce que vous avez dit, vous avez totalement raison. En ce qui concerne l'unité médicale d'intervention rapide des FRDC, nous l'avons ajouté au point sur les FRDC et nous pensons que le service de protection civile du ministère de l'Intérieur peut également être intégré. Mais tous ces services, en réalité, seront intégrés par rapport au décret que va signer le Premier ministre, parce que tous ces services entrent en ligne de compte à différents niveaux par rapport au niveau de l'épidémie. S'agissant des niveaux d'urgence, vous comprenez, nous n'avons pas pu établir, aucune autorité jusqu'à présent ne nous a présenté le risque de contagiosité.
présentés par chacune des provinces. Parce que ce travail devait être fait pour qu'on sache quelles sont, même parmi les provinces qui ne sont pas atteintes aujourd'hui, on doit définir quelles sont les provinces à risque, par exemple. Et pour les provinces atteintes, vous vous retrouvez avec des provinces qui ont 2 cas, des provinces qui ont 6 cas, des provinces qui ont 200 cas, des provinces... Donc, on devait savoir le niveau. Et cela allait permettre, même par rapport au déconfinement, de dire, les provinces qui sont au rouge, voici les mesures. Les provinces qui sont en orange, voici les mesures. Et les provinces qui sont en jaune, voici les mesures. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, voici ce que votre commission a pu réunir comme élément de réponse sur les nombreuses questions qui ont été posées. Encore une fois, nous remercions tous les collègues qui sont intervenus et ceux qui ne sont pas intervenus du haut de cette tribune. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Motion. Vous avez la parole, cher collègue Moufoula. Merci beaucoup, honorable président. D'abord, toutes mes excuses si je vous ai importuné. C'était absolument important que je prenne la parole. Pour un élément très important également. Honorable président, distingués membres de bureau, estimés collègues, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une délégation de l'Union européenne qui a séjourné au Nord Kivu, à Goma, dans la circonscription électorale, via Kinshasa, et que à Massissi, cette délégation a pris la poudre d'escampette. Pourquoi? Je ne sais pas, mais les jeunes ont lapidé, ont chassé cette délégation. Pas plus loin que la semaine passée, honorable président. Il s'est passé une situation à Goma, suite à la récurrence des épidémies Ebola et par la suite coronavirus, la Covid-19, l'exécutif provincial, avec le Fonds social de la République, ils ont mis sur pied un projet d'assainissement de la ville pour que sur le plan social, après toutes ces épidémies-là, que les jeunes qui se retrouvent dans le chômage, dans des situations sur une corde raide, puissent un tout petit peu se retrouver. Et de manière rotative, on recrute 300 jeunes chaque mois. Moyennant, ils sont payés pour assainir la ville $3 par jour, ce qui fait $90 le mois. Ça n'arrive même pas à $5. Une somme modique. Mais la semaine passée, quand on a recruté la nouvelle vague de 300 jeunes, on a exigé à tous ces jeunes-là de passer au préalable par un vaccin. Un vaccin contre la Covid-19. Mais j'ai envoyé la vidéo au président de la commission, Kabange, ça fait une semaine. Peut-être qu'il était submergé, il n'a même pas réagi sur WhatsApp. Ben alors, je devais prendre la parole pour dénoncer ça, qu'on nous dise que la commission nous dise finalement de quel vaccin il s'agit. Est-ce le don que cette Union européenne est allée donner là?
Et donc, Président, chers collègues, je voudrais chuter tout en disant à notre commission de ne pas oublier dans les recommandations, premièrement, que l'on puisse identifier et sélectionner de jeunes meilleurs épidémiologistes, comme Jérôme Mounangui et d'autres, pour les accompagner, les encadrer scientifiquement, financièrement, afin que nous puissions rentrer dans les débats maintenant. L'information a déjà été donnée, je pense que le reste, là, vous rentrez dans les débats. Merci, honorable président, mais j'ajoute quand même qu'on suspende aussi les hyper qu'on retient dans les salaires des fonctionnaires et qui est le prolongement de la gratuité d'eau et d'électricité. D'ailleurs, j'ai adressé une question d'actualité depuis le 4 juin, mais ce n'est pas encore adressé, programmé au ministre des Ressources hydrauliques. Merci, Président. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Commission, vous avez une réaction par rapport à cette information? Je remercie sincèrement le collègue pour être passé par motion. Mais en fait, l'élément n'est pas revenu dans le rapport, étant donné qu'on avait essayé de prendre les contacts et qu'on avait eu l'information de terrain. Mais par rapport d'abord à la délégation de l'Union européenne, nous avons interrogé le ministre de la Santé par rapport à la présence de cette délégation et que nous pensions pour notre part qu'il n'y avait aucune alerte lancée par le gouvernement de la RDC et que le gouvernement n'avait pas dit qu'elle était dépassée par les événements, mais dans sa communication, elle semble maîtriser les choses. Alors on ne comprenait pas pourquoi la venue des 12 experts chinois, puis la venue de cette grande délégation de l'Union européenne. Il nous a rassuré que c'était dans le cadre d'un programme de l'Union européenne avec plusieurs pays africains et qu'il allait nous transmettre les listes de tout ce qui était dans les différents colis. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu avoir le colis, mais il nous a seulement rassuré qu'il n'y avait pas de vaccin et qu'il avait vérifié qu'il n'y avait pas de vaccin dans ce carton. Mais le problème, c'est l'information qui nous avait été envoyée par l'honorable Josué Moufoula. Effectivement, nous avons vu les images. Ces images montrent quelqu'un en train de parler et déjà en train de crier qu'on leur donne 180 $ pour être vacciné contre la Covid-19. Les informations recoupées au niveau de notre commission affirment d'abord effectivement qu'il s'agit d'un chantier routier où il y a eu sélection des travailleurs et que tous les travailleurs sélectionnés, étant donné qu'ils devaient travailler avec des engins et autres, on leur a exigé d'avoir un vaccin anti-tétanique. Le groupe des travailleurs qui n'avaient pas été sélectionnés ont monté justement ce scénario pour expliquer qu'il s'agissait du vaccin contre la Covid-19, parce que sinon, le gouverneur du Nord Kivu contacté nous aurait confirmé cette information. Donc voilà l'information que nous avons reçue de la Commission, mais cela ne nous empêche pas de continuer les moyens d'investigation sur terrain, parce que, ne sachant pas, nos frontières étant poreuses, les essais de vaccins ayant déjà commencé à travers le monde, quelqu'un peut passer outre avec la facilitation d'une autorité à quelque niveau que ce soit, pour commencer. Mais pour ce cas d'espèce, il nous a été donné l'information qu'il s'agissait d'un vaccin anti-tétanique pour les travailleurs. Voilà pourquoi votre commission n'a pas fait, non, honorable, pour tous ceux qui travaillent avec les objets tranchants. Quand vous n'avez pas suivi votre calendrier vaccinal par rapport au vaccin antitétanique, c'est toujours mieux vaut prévenir que guérir. Parce que lorsque vous allez sur un objet rouillé et que vous attrapez le tétanos, le risque de guérison est moindre si vous arrivez au stade ultime du trismus, où tous les muscles deviennent complètement contractés. La mort est certaine dans ces cas-là. Donc, dans le cadre de la médecine du travail, il est recommandé. Merci.
Merci, Monsieur le Président de la Commission. Chers collègues, vous venez de suivre les réponses du Président de la Commission aux préoccupations exprimées par les députés. Par cette réponse, le débat sur ce rapport est clos. Nous pouvons nous prononcer quant à son adoption, à l'adoption de ses conclusions. Qui sont pour? Moyennant amendement, bien entendu. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du rapport, au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la Commission multisectorielle de l'Assemblée nationale relatif à l'évaluation de l'impact des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Chers collègues, après l'approbation des conclusions du rapport sous examen, nous enchaînons avec l'examen et l'adoption des recommandations. Pour une meilleure lisibilité, nous allons examiner ces recommandations, l'une après l'autre, bien entendu. Cet examen débutera par le préambule. La parole est au rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous donner lecture du préambule. Vous avez une motion? Quelle motion s'agit-il, honorable Lokondo Yoka? Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole. Monsieur le Président, il est 18 heures. Je proposerai ceci aux amis pour l'adoption des recommandations que la Commission nous a proposées. J'ai lu, je crois que vous les avez lus également. Tout est là, pratiquement. Tout est là, pour moi. Ce qui, pour moi, reste à intégrer, c'est la partie gouvernance financière. Si vous êtes d'accord avec moi, qu'on puisse focaliser peut-être notre réflexion sur ça, votons les recommandations in globo. On les vote in globo et que ceux qui ont des recommandations particulières qui ne sont pas ici, puissent éventuellement voir la commission qui peut les intégrer. Mais telles que les choses sont présentées, je ne sais pas si vous avez très bien lu ces recommandations. Moi, je les ai lues. Parce que si on doit commencer, on est 18 heures, on doit commencer par préambule et recommandation par recommandation, nous risquons de quitter ici le temps à 20 heures. Ou si vous ne voulez pas de cette proposition, alors on arrête ici et que la séance plénière, qu'on puisse en ce moment examiner recommandation par recommandation. Je pense que ça prendra beaucoup de temps et ça aura aussi un débat qui va en découler. Mais moi je crois qu'on peut voter ça en ajoutant, Monsieur le Président de la Commission, la partie gouvernance financière. Parce que vous-même vous avez dit ici que vous hésitiez, parce que ce n'était pas dans votre, si je peux considérer ça, votre mission principale. Mais maintenant nous nous confirmons, avec l'accord des amis ici, qu'il faut mettre en place une commission d'enquête sur la gouvernance financière. C'est grave ce que vous avez dit ici. C'est très grave ce que le Premier ministre a dit, ce que vous-même vous avez dit ici. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, mes amis, on vote ça in globo, en intégrant seulement la recommandation de la mise en place d'une commission d'enquête financière. Voilà, Monsieur le Président. Je vois une main là, c'est Mouindo Nzangui. Vous allez réagir à la motion? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Contre, je suis. Merci beaucoup, honorable Président. Je crois que
je suis contre la motion de l'honorable, tout en étant pour avec les fonds qu'il a dit après la motion, puisque c'est quand même une matière très importante. Vous savez, la Covid, comme on dit, je ne sais pas comment les Français ont fait ça, a frappé fortement l'économie que nous le passons. Et moi, je vois par exemple, sur le volet économique, on n'a pas dit des choses. Et il est devenu d'habitude ici, lorsqu'on dit, voilà, ceux qui ont des amendements, ils vont les verser à la commission. Le président de la commission refuse les amendements. Nous l'avons vu ici avec la commission environnement. Même des amendements acceptés en plénière, les toilettages, on les supprime. C'est pour cette raison que moi je voudrais que vous puissiez ressasser les 3, 4, 5 personnes qui ont des amendements ajoutés et que pour ceux qui ont des amendements à corriger, qu'on verse directement à la commission. Puisque moi vraiment, j'ai des amendements sur les volets économiques, puisque c'est mon domaine, j'ai l'impression qu'on a beaucoup privilégié les volets sanitaires avec beaucoup de médecins dans la commission. Merci. Chers collègues, le bureau va vous proposer ceci. Les recommandations sont reprises sur à peu près 3 pages et demie. Non, 3 pages même. Nous allons vous proposer de les adopter après la lecture ainsi que l'exposé des motifs. S'il y a un collègue qui a des amendements à faire là-dessus, mais spécialement Mouindou Nzangi, il aura la parole, il sera entendu, la commission va répondre, et pour les restes des honorables, ils pourront se rapprocher de la commission pour le toilettage. Et nous le faisons de manière assez rapide, comme vous le voulez, pour gagner du temps. Ceci étant, je passe la parole... vous avez la parole, honorable, pour aller... Alors, en principe, nous devrions soumettre la motion aux voix. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour? Pour la motion? Qui est pour la motion Lokondo? Non, quelqu'un qui va prendre la parole. Alors, je fais voter. Hein? Qui est pour la motion de l'honorable Lokondo? Qui est contre la motion de l'honorable Lokondo? Je réponds. L'honorable Lokondo a fait la motion suivante. Je la résume. Il propose que l'on adopte une globe dans l'exposé des motifs que les amendements. Et il fait cette nuance en disant que ceux de collègues qui ont des recommandations précises, et lui a annoncé la sienne, celle qui est relative non seulement à la création de la commission d'enquête et aux questions financières, puisse se rapprocher de la commission durant le toilettage. L'honorable Mouindou Nzangi est venu s'exprimer contre la motion en disant qu'il est arrivé que certains collègues se rapprochent de la commission pour le toilettage, qu'il leur a été refusé d'introduire leurs amendements, qui lui précisément a un amendement à insérer, en tout cas à demander, sur le plan économique. Alors, ceci étant, je voudrais poser la question. Qui sont donc, motion sur motion de vote, je finis, le vote est engagé quand même. Qui sont pour la motion de l'honorable Lokondo?
Qui sont contre la proposition de l'honorable Lokondo? Qui s'abstiennent? Eh bien, nous suivons la procédure décrite par l'honorable Lokondo par sa motion. Mais de manière exceptionnelle, nous allons donner à l'honorable Moïndo Nzangi la parole pour être un peu... pour rencontrer tout le monde. L'honorable rapporteur, vous avez la parole pour passer à la lecture des recommandations, en commençant par... Vous avez la parole. On me demande de donner lecture l'ensemble du texte par devant moi, en commençant par le préambule. C'est comme ça? Alors c'est quoi qu'on me demande alors? Une globe, n'est-ce pas? Nous devons lire, hein? Nous devons lire ce que nous adoptons. La procédure levée, vous pouvez lire, honorable rapporteur. Président, je commence par le préambule. Le préambule. Ok. Je vais très rapidement. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du 20 et du 29 juin 2020, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11 par 002 du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 100, alinéa 1er, 111, 112 et 138. Vu le règlement intérieur, spécialement ses articles 2, 22 et 23, alinéa 2, en ses points 12, 21 et 22, ses articles 24, en ses alinéas 1, 3, 6, ses articles 168, 183, 186, vu la décision numéro 11, barre CAB, barre P, barre AN, barre JML, barre 2020, du 9 juin 2020 portant création de la commission multisectorielle chargée de l'évaluation de l'impact des mesures prises par le gouvernement pour la lutte contre la COVID-19. Considérant les préoccupations soulevées et les recommandations formulées par les honorables députés nationaux au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée au débat sur le rapport de la commission multisectorielle relatif à l'évaluation de l'impact des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Recommande 1 au gouvernement. Petit 1 sur le plan de la gouvernance. Repenser l'architecture de la riposte en mettant sur pied une structure qui privilégie l'efficacité et la coordination. Un décret du Premier ministre en déterminera les rôles et attributions pour chaque organe. Mécaniser, aligner à la paix tous les personnels médicaux exposés dans les centres de prise en charge de la COVID et dans les autres hôpitaux et motiver le personnel de santé et tous les acteurs de la riposte à tous les niveaux et payer les arriérés. La prime devra être proportionnelle au risque. Décentraliser la riposte et former les infirmiers dans les aires de santé. Tous les infirmiers doivent être formés et informés et intégrer les ordres professionnels et associations dans la coordination de la lutte. Déconfiner dans un bref délai la commune de la Gombe, suivant les schémas ci-après, ce qui est déjà fait, je crois. A. Fixer une date dans un délai relativement court. B. Sensibiliser les opérateurs économiques et les fonctionnaires sur les mesures barrières. C. Accroître le niveau de sensibilisation de toute la population de Kinshasa sur la Covid, afin qu'elle ne pense pas que le déconfinement de Gombe signifie la fin de la Covid à Kinshasa. D. Obliger l'installation de dispositifs de lavage des mains ou d'utilisation du gel hydroalcoolique dans tous les bureaux, bâtiments, magasins, épiceries,
supermarchés. Et multiplier les checkpoints de température à Gombe et ailleurs dans la ville de Kinshasa au niveau des points chauds. F. Organiser la circulation routière de manière alternative avec des voies à sens unique aux heures de pointe et établir un schéma clair pour éviter les embouteillages et assurer un minimum de confort. G. Exiger le port correct des masques avant d'accéder dans tous les lieux publics et subventionner les ateliers de couture de production des masques tels que ISAM et l'atelier militaire de FARDC Kankokoro. H. Déployer les jets de la police sur tous les points chauds à travers la ville. Déconfiner toutes les provinces non atteintes par la Covid, ainsi que toutes les provinces qui ont déclaré les derniers cas il y a plus de 28 jours. Toutefois, l'observance des mesures barrières reste de rigueur, entre parenthèses, port de masques, lavage des mains et prise de température. 2. Sur le plan sanitaire, veiller au respect des attributions des services de l'ordre, de sécurité dans le contrôle des mouvements migratoires. 3. Sur le plan de l'exercice des libertés, ouvrir le pays au trafic aérien, fluvial, maritime et terrestre pour permettre la reprise économique. L'équipage doit être contrôlé, les avions et autres moyens de transport décontaminés, les passagers enregistrés et suivis pendant 14 jours par la zone de santé d'accueil. Reprendre les cours dans les écoles, universités et instituts supérieurs dans toutes les provinces non affectées et celles dont les derniers cas remontent à plus de 28 jours. Organiser les TENAFEP et les examens d'État sur toute l'étendue de la République. Faire la moyenne des notes reçues par chaque élève durant les 150 jours de cours et dégager la moyenne pour l'année afin d'éviter une année blanche dans les provinces atteintes. Ainsi, à la rentrée de cours, les 30 premiers jours seront consacrés à la mise à niveau pour les classes inférieures. Former les enseignants sur la Covid-19 et les mesures barrières. Mettre les dispositifs de lavage des mains au niveau des écoles et, les cas échéants, prélever la température à l'entrée des écoles. Déconfiner les églises en disposant les fidèles au prorata de l'espace et en respectant la distanciation de 2 mètres. 4. Sur le plan sanitaire, rendre effective la décentralisation diagnostique en augmentant les unités de diagnostic, doter d'une quantité suffisante de réactifs afin de faire un dépistage des masses et rendre les résultats dans les 24 heures à 48 heures maximum. Protéger les personnels de santé exposés en les dotant d'une quantité suffisante de l'ensemble des équipements de protection individuelle et étendre cette protection à tous les personnels soignants de l'hôpital et non seulement les personnels affectés à l'unité Covid. Doter la direction de l'assainissement du ministère de l'Environnement et du Développement durable des moyens conséquents pour assurer la désinfection, la dératisation et la désinfectisation en vue de prévenir les maladies. Doter les frontières des matériels de dépistage et soumettre tous les transporteurs transfrontaliers à un dépistage obligatoire et reprendre les vols et rouvrir les frontières. Obligation pour tout passager en provenance de l'étranger ou au départ de Kinshasa ou des provinces touchées par la Covid-19 de se munir d'un certificat de Covid négatif datant de moins de 14 jours à partir du jour du prélèvement. En concertation avec les miniers, procéder au déconfinement des travailleurs autour des sites miniers. Cela devra se faire dans le respect des mesures barrières et de distanciation sociale, avec possibilité pour les travailleurs de faire régulièrement des tests Covid. Au moins tous les 14 jours, en collaboration avec la structure de riposte la plus proche.
5. Sur le plan socio-économique, accélérer le recouvrement des créances dit au FPI en vue de soulager sa trésorerie et lui permettre de participer à la relance de la production locale en accordant aux PME et PMI un crédit au taux zéro. Accorder au pays le tiers des fonds convertis en appui budgétaire octroyé par le FMI, soit 120 millions de dollars pour financer le secteur productif. Mettre en place un programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais basé sur 3 axes. La capacitation, la création d'un fonds de soutien aux PME et la création des marchés. 15% des marchés publics réservés aux PME congolaises. 6. Sur le plan de la communication, renforcer la communication et appuyer financièrement les chaînes de radio et télévision, ainsi que les autres médias qui ont modifié leur grille de programmes pour se consacrer à la sensibilisation sur la Covid-19, particulièrement la RTNC, la radio Top Congo, la radio Okapi, Télé 50, ainsi que d'autres médias qui se sont plutôt distingués. Un appui financier du gouvernement sera un grand facteur de motivation. Par ailleurs, l'Assemblée nationale devra créer un comité de suivi composé des membres de la commission multisectorielle pour la matérialisation des acquis découlant des présentes recommandations. Voilà, Monsieur le Président, j'ai fini la lecture du rapport présenté par la commission Covid. Ma mission TV, le miroir du monde.